En studio avec. En studio avec. En studio avec. En studio En avec. studio avec. En studio avec. En studio. En studio avec. En studio avec. En studio. En studio En studio avec. In studio with. En studio En avec. studio En avec. studio. En studio En avec. studio avec. Avec. Mathieu Bogarts. Grand Piano, c'est pas n'importe quel album pour toi, c'est le 9e. Il a une ambition qui est incluse dans le nom même de l'album. Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu es entré au studio pour cet album précis ? Quand j'arrive en studio, j'ai une chanson qui est parfaite, entre guillemets bien entendu, sur laquelle j'ai énormément travaillé. Et donc j'ai quelque chose qui est devenu avec le temps de plus en plus précieux, de plus en plus fragile aussi. Donc il n'est pas question de louper la fixation de cette chanson. Donc l'ambition de celui-ci n'était pas plus grande, mais par contre le cadre que je me suis fixé était plus large. Un bon batteur dans un bon studio avec des bons micros sur une bonne batterie. Un bon bassiste avec une bonne basse et un bon ampli avec un bon micro. Et ça pour tous les intervenants. Des gens avec vraiment un son, des timbres, une qualité de jeu, quelque chose d'assez chic, on va dire. En fait, le studio devait m'inspirer. C'est une maison de maître en banlieue au nord-ouest de Paris. Et en 78 ou je sais plus trop quand, l'aimé Olivier Blaclenet s'y est installé. Il a installé cette vieille console analogique. Et puis petit à petit, là, il a mis des micros dans les chambres. Et l'endroit qui m'inspirait, c'était le sous-sol. Et je crois qu'il m'a inspiré parce qu'il y avait beaucoup de bois et parce que le plafond était assez bas. Donc il y avait quelque chose d'assez intimiste malgré tout et assez chaleureux. Voilà, c'est tout. Après, l'acoustique, je rentre dans la pièce, je tape dans les mains, comme ici. Ça me plaît pas. Alors, je suis pas non plus, je vais pas taper 12 heures, je tape 3 fois. Si j'entends un ting, je me dis, je vais changer d'endroit. Si ça fait oup, je me dis, c'est peut-être trop mat. Et si ça fait une petite résonance, je me dis que ça va. Je suis un piètre réalisateur de disques parce qu'en fait, j'ai réalisé tous mes disques. Je suis toujours très content une fois le disque fini, mais c'est toujours un chemin de croix. Et il y a un C majuscule à croix. Où à chaque fois, je pense que ça va se passer vite et bien, et ça se passe toujours mal et lentement, pour finir bien. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre possibilité que ça finisse bien. De quoi tu as besoin pour te sentir à l'aise, pour transformer ces maquettes en morceaux, en produits ? Tu dis transformer des maquettes. Est-ce que je t'ai parlé de maquettes ? Alors, transformer une idée Voilà. en chanson produite. Si un disque qui a 10 étapes, on va dire, et le jour où je rentre en studio, je suis déjà à l'étape 6. Donc, je peux commencer le podcast à l'étape 6, mais il faut quand même que je fasse un tout petit retour en arrière, quoi. L'étape 3, on va dire, j'ai ma chanson terminée. Là, je suis tout seul, personne forcément les a écoutées. J'ai une chanson guitare-voix que je peux chanter et qui se tient, et je sais qu'elle va se tenir toute ma vie. Enfin, elle est vraiment solide, elle répond à ce que je veux dire. Voilà. L'étape suivante, la 4, faire un casting de musiciens, donc ça passe par bouche à oreille. En l'occurrence, c'est des musiciens que je connaissais très bien, mais j'en ai cherché d'autres pour finalement revenir à mes amours de jeunesse. Fabrice Moreau à la batterie, Zaf Zafa à la basse et Vincent Mougel à la guitare. Là, les problèmes commencent. Faire des maquettes, mais surtout pas trop, garder une part de plaisir, de choses à inventer. Donc j'ai fait des répétitions très rapides. En gros, en 2 jours, on a répété 12 morceaux. J'étais hyper content après ces 2 jours de répète. C'est-à-dire que quand j'écoutais mes chansons, j'avais plus envie de les écouter avec ma guitare, mais de les écouter dans ces... Ah, wow. Donc c'était bon signe. L'addition apportait quelque chose. Voilà. Sauf que esthétiquement, le fait d'avoir répété ces morceaux dans un local de répétition un peu bon marché et brillant, j'avais enregistré avec mon téléphone. Donc j'avais un son très criard auquel je me suis vraiment attaché. Donc j'arrive en studio hyper confiant. J'ai des super musiciens, voilà. Et donc on commence à enregistrer. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, c'est que d'un seul coup, c'est les mêmes arrangements, mais avec un son complètement différent, parce que c'est pas la même batterie, c'est un studio, c'est hyper mat, il n'y a pas du tout la même énergie. C'est comme si on prend une sculpture et on l'éclaire avec 2 lumières complètement différentes. C'est plus la même sculpture. On va dire que le local de répétition, c'était une lumière halogène un peu criarde et franche, et le studio, c'était avec des bougies, quoi. C'est des journées vraiment intenses, parce que je sais que c'est rare. Ça fait 2 mois que je sais que cette journée est prévue. J'ai 2 jours et pas une journée de plus. Donc c'est des moments quand même très grisants et très intenses que j'adore, mais aussi tout autant anxiogènes, parce que c'est maintenant ou jamais. Donc c'est quand même il y a un enjeu, quoi, très fort. Donc là on enregistre, et vraiment je suis d'un seul coup, esthétiquement je sais plus du tout où je suis. C'est-à-dire d'un seul coup, c'est les bonnes chansons dans le bon tempo, la bonne tonalité. On joue exactement ce qu'on a joué un mois avant en répétition avec les mêmes musiciens, et d'un seul coup je sais plus, j'aime plus. Quand j'ai écouté ce qu'on avait enregistré en répétition,
j'aimais tellement que je projette d'autres choses. Je me dis, ah oui, il y a ça, et puis là, on va rajouter ça. Et puis d'un seul coup, j'ai un truc, c'est comme une maison que je fabrique, et puis on met une brique, puis une deuxième, puis une troisième, et puis, ah oui, on voit déjà le toit, comment il va être, et puis on a hâte de construire jusqu'au toit. Et là, d'un seul coup, je ne savais plus. C'est-à-dire que, ah oui, mais alors si c'est comme ça, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je perds le sens, en fait. C'est horrible, mais cette sensation, je l'avais déjà eue à l'étape 2, donc avant que ma chanson soit finie, quand d'un seul coup, il faut que je trouve les paroles du pont et j'arrive plus à trouver, et puis je sais plus ce que je veux dire et je cherche les mots et d'un seul coup, donc mon expérience, je commence à en avoir pas mal. Je sais que finalement, un jour, je me réveille et puis je trouve une nouvelle route. En tout cas, j'accepte la nouvelle chose et puis je rebondis dessus. Mais à ce moment donné, il est 14h, on vient d'enregistrer 3 trucs et je sais plus du tout, mais j'ai pas le choix, je peux pas arrêter. Donc on continue et j'essaie de diriger comme je peux, mais vraiment avec presque à l'aveugle. À l'aveugle un peu, voilà. Qui a le droit de donner son avis à ce moment-là ? Là, en fait, le monde pourrait me dire c'est génial, mais le monde entier, ça. Je reste en enfer. Oui, tout à fait. Je crois savoir que tu as vraiment aucun fétichisme, même sur ton instrument de prédilection qui est la guitare. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à jouer sur une vieille guitare qui a un son complètement mat, des cordes usées et tout, parce que finalement, tu vas en faire quelque chose. Au studio, est-ce que tu as quand même besoin d'avoir une compréhension totale de toute la chaîne technique, de comprendre pourquoi on met le micro à cet endroit-là, de donner des conseils sur tel filtre ou tel compresseur, ou est-ce que finalement, tu délègues ça à quelqu'un dont c'est le métier, en qui tu choisis la personne et tu acceptes son esthétique et ses choix techniques ? Non, pour tout ce qui est technique, prise de son, etc., je délègue totalement, même si je comprends, je sais comment ça marche. Mais je n'ai pas le droit ce jour-là de perdre du temps là-dessus, comme le réalisateur du film n'a pas le droit d'aller voir l'électro, lui dire « Ah, tu devrais mettre un spot de 12 plutôt qu'un spot de 14 ». Moi, je vais plutôt dire « Joue plus fort, joue moins fort pour que le son soit différent ». C'est l'intention du musicien. C'est un travail de direction, presque. Ah, c'est totalement un travail de direction, exactement comme qu'on dirige des comédiens. C'est au service d'un propos, au service d'un sentiment, et puis il faut que ça soit plus aigu, plus grave, plus fort, plus faible, plus devant, plus derrière, voilà. Sorti de cette première phase, on a fait 2-3 jours, et je repars chez moi avec tous ces enregistrements. Et je prends un certain temps à m'y habituer, à assumer ce nouveau son pour finalement adorer. Je ne sais plus si c'est un matin, je me réveille et je me dis « Ah ouais, d'accord, maintenant j'aime autant que ce que j'avais enregistré dans le local de répétition. » Je m'habitue. Et d'ailleurs, quand je réécoute le local de répétition, je me dis « Mais comment j'ai pu aimer ça ?» Il y a un percussionniste dont j'aimerais que tu nous parles, tu nous racontes un peu comment il est arrivé, parce qu'il y a un côté Merlin l'Enchanteur. Ouais. Zé Luis Nascimento, un Brésilien qui vit en France, il arrive avec 700 kilos de percussion, mais je pense que c'est 700 kilos. Littéralement. Voilà. C'est-à-dire qu'il a des cloches, donc il pose tout par terre, ça fait ting, 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 enfin, ça va de toutes les notes. Pareil pour les pots, tout. Il met tout par terre, mais donc il y en a pour au moins 1 heure de tout déballer, donc c'est marrant. On passe les morceaux, et là, lui, il entend les morceaux dans son casque, et il dit « Ah tiens, je vais prendre la cloche 12 avec la percussion machin ». Il essaye des choses. Le mec est hyper sympa, hyper généreux, super journée. Vraiment, je sors de là, je suis très content. Avec des moments de jouissance intense, où je sens que le truc, il est hyper bien, et donc là, je suis en train de danser dans la pièce, et je suis vraiment en joie, euphorique. Ah ouais. Après, je repars chez moi, et là, les problèmes recommencent. Je réécoute dans mon propre studio, et je suis censé gérer tout ce qui a été enregistré, tous les gigas de données que j'ai accumulées sur mon disque dur. Le lendemain, voilà la peur de la redescente. Et moi, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je passe souvent de 100 à 0, quoi, plutôt que de 80 à 65. Et donc, si jamais le lendemain, je trouve ça beaucoup moins bien, plutôt qu'être un petit peu déprimé, je peux l'être tout à fait, et d'un seul coup, ne plus pouvoir écouter pendant 10 jours. Vraiment. Et donc, c'est ça à toutes les étapes du truc. C'est pour ça que c'est très fatigant. Est-ce que tu serais d'accord qu'on écoute un peu le travail qui a été fait en studio sur un titre en particulier ? Alors, tu as fait un choix. Finalement, le morceau qui a le plus évolué entre l'idée originelle, et non pas la maquette, et sa version définitive, c'est Dormir. Oui. Alors, moi, je garde donc tout. La chose la plus précieuse que je garde, j'appelle ça le premier jet, parce que c'est un premier jet, sachant que je ne programme jamais une chanson. Le premier jet d'une chanson arrive toujours quand je l'ai pas cherché, parce que je passe beaucoup de temps à gratouiller ma guitare, comme ça, gratuitement, puis des fois, sans que cela ait été prévu, hop, il y a une suite d'accords qui me vient, j'aime bien, je m'attarde, et je me mets à chanter, il y a des mots qui sortent comme ça, et là, j'ai vraiment la première brique de la chanson, et je la mets dans un coin, et après, je vais la développer, c'est un long processus. Donc, le premier truc, c'est ça. On va dire que ce jour-là, j'ai déjà ma chanson. Ces premiers mots m'ont déjà
inspiré ce dont j'avais envie de parler. J'ai déjà le ton, j'ai déjà le flux, j'ai déjà vraiment la brique originelle, quoi. Alors dormir en l'occurrence, je me rappelle pas, mais il va suffire que j'écoute le premier jet si on l'écoute pour me dire ah oui tiens c'était à la campagne. Nan. Eh ben faisons ça. Ok. Allez. Michel, voudrais savoir là, et puis où est ça. Tu vois, la première phrase que j'ai dit, c'est Michel. C'est marrant. Hein. Ouais. Ça m'a. Ouais, bah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'un peu sacré là-dedans, d'un peu. Je sais que tu as besoin d'une accroche, d'un truc. Ça ouvre des possibles. Le truc où tu dis ah là j'ai quelque chose. Bah, c'est vraiment le tout début de ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'après, donc ça c'est vraiment le premier jet. Donc c'est le truc venait de me venir. Mm-hmm. Je prends mon dictaphone tout de suite et j'enregistre ça pour enregistrer ensuite déjà un petit update une minute plus tard. Ça c'est vraiment le premier. Donc là, ce qui me plaît, si je devais réduire, quel est le minimum, qu'est-ce qui reste, c'est da 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 sur la suite d'accords. Je sais pas encore de quoi je veux parler, mais en tout cas, ces notes-là et sur ces accords, ça fait vibrer chez moi une corde, comme si j'avais genre 1000 cordes et ça fait vibrer la 72. Et d'un seul coup, ah oui, ça éveille en moi un sentiment, un truc que j'ai envie de dire. Mais j'ai pas encore les mots, mais donc ça me touche et je sais que ça va devenir quelque chose. Est-ce qu'on peut écouter une version intermédiaire ? Bien sûr. Il faut que je précise que donc là c'est une étape qui est beaucoup plus tard. Mm-hmm. C'est-à-dire genre la chanson est terminée. La chanson, pas sa production. La chanson guitare-voix. Parce que toutes les étapes où je trouve, là je les garde pas ces trucs-là parce que là sinon il y a eu au moins je sais pas 80 petits bouts d'enregistrement où j'essaye telle phrase et mais ça je les efface parce que sinon voilà, je garde les étapes. Voilà, la première, la guitare-voix, puis ensuite. Dormir jusqu'à demain, une nuit au moins, sommeil. Dormir sur mon chagrin, écrasé enfin, j'essaye de dormir, mais tout me retient de tomber si oui, dormir, réussir. Quand tu joues ça, quand tu en es à cette étape-là, est-ce que tu entends déjà les arrangements dans ta tête ? Oh là, je verrais bien, je sais pas, une montée de cordes ou je sais pas, une trompette ou je sais pas. Est-ce que tu as déjà une idée ou à ce stade vraiment c'est pas du tout ton problème ? Alors à ce stade c'est pas du tout un problème, mais j'ai des idées plus qu'il n'en faut et d'ailleurs trop. J'entends forcément si on me disait il faut que ça soit arrangé dans 2 heures. Vous me filez un ordinateur avec un son de violon, un son de machin, je fais un truc, il n'y a aucun souci. Mais comme j'ai beaucoup réalisé mes disques et je les ai beaucoup arrangés seul tout au début de ma carrière, j'essaie de refouler ces idées pour qu'elles viennent d'autres personnes. Si j'entends une ligne de basse qui fait je sais pas quoi, si je commence à la greffer sur ma maquette, je vais avoir vachement de mal à accepter une autre. Donc c'est pour laisser la place aux autres. Voilà. Donc là, j'ai ma chanson guitare-voix comme ça. Elle est très, pour l'instant, guitaristique. C'est-à-dire, c'est vraiment chansonnier, une guitare, une voix. On se dit, à la rigueur, ça marche. Peut-être une petite percu, machin. Voilà. Mais par expérience, si jamais je me confronte à un piano, c'est toujours marrant de voir un morceau qui a été composé à la guitare qui serait joué au piano. Ou un morceau au piano qui serait composé à la guitare. Donc j'ai l'idée d'appeler Vincent Mougel, qui est un musicien multi-instrumentiste avec qui je joue, et je lui dis tiens, je vais venir avec mes chansons et tu vas essayer de les jouer au piano, voir ce que ça fait. Donc là je suis chez lui, je lui joue ma chanson qu'il découvre et je le laisse justement très spontané. Qu'est-ce que ça éveille en lui? Il se met au piano et il trouve ça. Jusqu'à demain, une nuit au moins, sommeil. Dormir, mais sur mon chagrin, l'écraser enfin. J'essaie de dormir, mais tout
C'est très émouvant parce qu'il a trouvé cette ligne qui fait partie maintenant intégrante de l'identité du morceau. Alors, elle fait partie intégrante de l'identité du morceau pour toi. Pour moi, oui aussi, mais moi, je peux être quand même tout seul chez moi avec ma guitare et la chanter comme elle était avant ça. Donc là, je sors de chez lui, je suis content, mais je suis là genre, oula, donc d'un seul coup, la valse dans le rythme. Voilà, moi, On sort de la valse. J'avais un mouvement rythmique, alors je tiens pas à faire de la valse, mais en tout cas, le mouvement rythmique était intrinsèque de ma composition. Dormir, j'avais ce mouvement. D'un seul coup, je suis en train de me dire, est-ce que ça passe sans ce mouvement rythmique ? Je sais pas, je sais plus, je manque de discernement. L'étape suivante, c'est donc la répétition avec basse batterie. Donc là, nous sommes donc dans le local de répétition à Paris. Fabrice Moreau à la batterie, Zaf Zafa, à qui j'ai demandé de venir avec sa basse fretless. La basse fretless étant une basse sans fret, une basse avec laquelle on peut faire ouh sans faire dou. Instrument un peu entre guillemets mauvais goût des années 80, entre guillemets parce que tout ça est très relatif, mais je me suis dit justement dans le cadre que je me suis fixé esthétique, je me suis dit tiens, si elle est bien jouée, ça peut rentrer dans mon cadre. Et je reprends mon idée de valse parce que le mouvement rythmique originel, il y avait cette valse et donc je m'accroche à ça. Et voilà ce que ça fait tous les quatre. Jusqu'à demain, et jusqu'au chagrin, l'écraser enfin. J'essaie de dormir, mais tout me retient, je peux pas réussir à dormir, ce plaisir. Voilà, donc ça c'est le document avec lequel on part en studio. Donc c'est assez bien avancé. On a le tempo, la tonalité, on sait plus ou moins ce que tout le monde joue. Je dis plus ou moins parce que comme on peut l'entendre, il y a les carrefours, on ne sait pas trop comment on passe du refrain. Il y a encore des zones d'ombre, mais justement c'est des zones d'ombre que je veux garder dans l'ombre pour avoir le plaisir de les trouver en studio et garder une part d'inventivité en studio et pas arriver avec quelque chose de totalement terminé. Je propose qu'on écoute la version du disque, donc enregistrée, mixée et masterisée. Dormir jusqu'à demain, une nuit au moins de sommeil. Dormir sur mon chagrin, l'écraser enfin. J'essaye de dormir, mais tout me retient, je peux pas réussir à dormir, ce plaisir de sentir tout le poids. C'est magnifique de voir cette évolution. C'est très émouvant, les choix que vous avez validés à la fin. C'est-à-dire ce que vous avez gardé là où était l'émotion. Et puis il y a les arrangements, les enluminures qui soutiennent le propos, les percus, le sommeil, le marchand de sable presque. Et puis aussi deux choristes, Kate Stables du groupe This Is The Kit et Bloomy, qui sont venus une journée faire des chœurs que je fais d'habitude moi-même, mais là, dans le cadre de ce disque, un cadre donc plus large, j'avais envie de vrais choristes, de vraies voix, donc elles chantent un peu à la fin. Et puis aussi un saxophoniste, Rémi Squito. En fait, je sentais pour que la voix arrivait bien. Pour moi, c'est vachement important dans une chanson, quand la voix arrive. Elle doit vraiment avoir toute son autorité. Et donc, il y a plusieurs stratégies. C'est où que ça soit plein au début et que ça se vide quand elle arrive pour créer un contraste, ou au contraire que ça soit vide au début et que quand elle rentre, ça se remplisse. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Et là, l'idée, c'était un peu de remplir au début pour que quand elle arrive, elle soit un peu dans un vide. Donc, j'ai eu l'idée de faire ces nappes de saxophone au début qui investissent l'introduction pour ensuite disparaître et laisser la place à la voix qui rentre avec la basse aussi qui arrive au même moment pour qu'il y ait un vrai événement et qu'on soit du coup captivé par ce qui se passe. Je me permets de dire que pendant l'enregistrement, j'ai joué ma petite guitare valse et tout au long de la production, j'ai pas arrêté de la mettre, puis d'enlever, puis de la mettre, puis d'enlever jusqu'au mixage et avec Renaud Létang, donc le mixeur de ce disque et mixeur de tous mes disques, on a pris le parti de l'enlever. Est-ce que tu as un souvenir en particulier du moment de joie le plus intense de l'enregistrement ?
Alors j'ai un souvenir, mais c'est pas un souvenir d'enregistrement, c'est un souvenir d'écoute. Un soir où, après que Olivier Bloch-Lenné, donc le patron du studio, ait insisté, on lui a fait écouter tout ce qu'on avait, sachant que pendant toute l'étape où j'enregistre, tous les moments où je doute, c'est hors de question que qui que ce soit écoute, tellement j'ai honte en fait. Quand je doute, j'ai honte, on peut pas écouter, alors que quand je suis content, j'aimerais que le monde entier écoute. Donc là, j'étais un peu entre les deux, mais il a insisté, j'ai eu assez peur, et on a écouté le disque, et c'est la première fois même que je l'écoutais, que j'écoutais toutes les chansons réunies. C'était pas terminé encore, il y avait des trucs encore à refaire ou des doutes, mais c'était quand même déjà assez solide. Et j'ai pris un plaisir fou à l'écouter. C'est la première fois que je découvrais mon disque et il semblait complètement charmé par le disque. Et donc, ça m'a fait un bien, mais ça m'a vraiment... j'ai eu 15 jours d'épanouissement grâce à cette soirée où on était 3-4 à écouter le disque. Voilà. Et pardon, je ne veux pas aller dans la douleur, mais est-ce que tu te souviens aussi du moment le pire, vraiment le moment le plus horrible, qu'il soit solitaire ou devant les gens, moment le plus terrible? Alors le pire moment, comme ça, il y a un paquet de pires moments, mais celui qui me vient, c'était pendant l'enregistrement de la chanson « Pas te dire », qui est une chanson que j'aime beaucoup, comme toutes celles du disque. On n'avait pas réussi quelque chose de bien en répétition, donc il était question d'inventer le truc en studio, et en fait, on faisait une espèce de reggae, mais vraiment ringard, enfin vraiment... on n'était pas du tout dans le bon truc, et il était hyper tard, et je savais que c'était ma dernière chance. Et j'étais en train d'enregistrer le truc, et je savais que c'était pas le bon et que ça allait pas, mais je l'ai enregistré quand même. Et donc c'est le morceau que j'ai le plus trafiqué en post-production. J'ai repris ce qu'on avait enregistré, mais j'ai gardé qu'un tout petit bout que j'ai ralenti, que j'ai machin. Enfin, j'ai pris ça comme un matériau que j'ai ensuite modelé, et je suis très content du résultat final, mais c'est passé par une étape très pénible. Un moment de souffrance. Voilà. Est-ce que tu as appris quelque chose de cet enregistrement-là qui va te servir pour la suite? Non, j'ai rien appris. Non, non, j'ai rien appris. Enfin, en tout cas, consciemment, je peux rien citer. Après, ce que j'ai appris, c'est que malgré les souffrances, au final, je suis très content. Donc, encore une fois, ça me remet en confiance en disant il faut s'accrocher parce qu'au final, je suis content, comme à chaque fois. Mais sinon, techniquement, non, parce que vraiment, c'est en ratio temps passé. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé le podcast en disant que j'étais un piètre réalisateur, parce que je passe vraiment beaucoup de temps avant d'être content et je passe par beaucoup trop de doutes. Mais peut-être c'est ce qu'il faut pour arriver à ça. Mathieu, tu nous fais un deuxième cadeau aujourd'hui. On va pouvoir rentrer un peu, non pas dans les étapes qui mènent à la version finale, mais dans les strates, dans les couches, autant dire dans les pistes d'un morceau. Tu as choisi qu'on décortique un petit peu Ma Jeunesse. Peut-être qu'on l'écoute ensemble une première fois. Tu peux parler dessus si ça t'intéresse. Et puis après, j'aimerais que tu insistes sur telle piste ou telle piste, nous faire écouter un détail, quelque chose de caché, quelque chose que peut-être on n'entend pas quand on n'est pas musicien ou qu'on n'a pas réalisé l'album Grand Piano soi-même, ce qui arrive à une majorité de gens. Alors Ma Jeunesse, mais avant de s'appeler Ma Jeunesse, les 98% de sa vie avant qu'elle sorte, elle s'appelait pas Ma Jeunesse, elle s'appelait Pas quoi faire. Faut aimer le funk. Je sais pas quoi faire, non vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire de ces temps-là? Alors très honnêtement, j'aurais adoré qu'on me propose un podcast de 10 heures et pouvoir en parler de toutes les chansons et prendre plus mon temps. Mais j'ai choisi ce morceau parce que l'autre morceau que j'ai choisi, à savoir Dormir, a vraiment évolué entre son premier jet et la version définitive. Alors que celui-ci, si je reprends mon premier jet, tiens, écoutez. Je sais pas quoi faire, plus du tout, mais faut que je m'affaire. Tout à coup, je le dois. Y a le temps qui passe, qui avance, et plus il passe, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus il presse. Y a le temps qui passe, et qui avance, et plus il passe, et plus j'y pense. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mes petites fesses? Je sais pas quoi faire. En fait, le mouvement de la guitare et de la voix est resté le même. Donc j'ai choisi ce morceau parce que c'est deux histoires différentes. Donc là, j'ai sous les yeux un écran d'ordinateur et j'ai toutes les pistes une par une. Et c'est marrant parce que j'ai eu ces pistes pendant des mois et des mois et des mois. Et c'était une croix que je portais. Et depuis le jour où je suis sorti du mixage et du mastering,
Je n'ai plus vu ces trucs, donc je les retrouve. Donc salut les gars, on se retrouve. J'étais pas mécontent de vous laisser sur le disque et de plus vous retrouver dans l'ordinateur, mais on va dire que on va repasser du temps ensemble. C'est une sensation stressante. Non, parce T'as l'impression que tu vas devoir refaire des choix. Non, là c'est très léger parce que je sais que les choix sont faits. Donc j'ai pas d'enjeu, non, On je suis pas joue au stressé. choix, là, C'est on plutôt joue au marrant, choix. c'est comme quand on voit les photos des travaux de sa maison, on monte ça à table. Regardez, ça c'est quand on avait cassé le mur. Maintenant que le mur est refait, on peut regarder les photos du mur détruit avec légèreté. Je vais juste commencer par la piste de ma guitare et la piste de ma voix, et vous allez voir, on reconnaît l'intention originale. Je sais pas quoi faire, non vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire de ces temps-là, de ce temps-là? Qu'est-ce que je peux faire de moi? Donc voilà ce que j'ai soumis à Fabrice Moreau, le batteur, et voilà ce qu'il a proposé. Donc il y a cet arrêt, voilà. Donc ça, je me souviens très bien avoir insisté auprès de lui pour qu'il exacerbe cet arrêt, ce silence entre la caisse claire et la grosse caisse, parce que ça épouse le propos de je sais pas quoi faire, il y a une hésitation. Et je trouve que le mouvement était plus intéressant et plus saccadé avec le ton. Avec voilà. Donc si on écoute bien que la piste, on sent ce silence un peu récurrent. Zaf Zafa, le bassiste avec qui on a enregistré la rythmique, avait proposé une basse, mais qui était finalement un peu trop funky pour moi. Donc je l'ai remplacé par une basse au synthé plus sobre, qu'on entend moins, qui fait le boulot, mais en existant un peu moins. Je sais pas quoi faire, non vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire de ces temps-là, de ces temps-là? Qu'est-ce que je peux faire de moi? Je sais pas quoi faire, plus du tout. Voilà, donc là quand on écoute ça, en gros ça marche. Il y a à peu près, il y a du rythme, il y a l'harmonie, il y a la basse, il y a le voix. Malgré tout, je trouvais ça un peu trop funky. Donc il fallait rajouter un peu de sentiment. Le moment où la voix rentre, c'est vraiment un moment très important on doit trouver la juste place de la voix. Donc là, j'ai pris le parti de remplir encore l'introduction, qu'elle soit plus dense, pour que quand la voix arrive, il y ait un vide. J'y pense, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma jeunesse? Ce que je reproche aussi, c'est que c'est funky, mais aussi ça manque un peu d'harmonie. Comme les notes sont toutes assez courtes, je trouve que ça manque un peu de musique. Donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus délié, où on entende plus l'harmonie. Ça aurait pu être des nappes ou quelque chose d'un peu plus qui s'installe. Voilà ce que Vincent Mougel a trouvé, un accord qui est pourtant l'accord normal, mais avec une enrichi, je ne sais pas comment, et c'est magique, et ça fait ça. Il est très Pink Floydien, tu vois, c'est-à-dire qu'il apporte un truc comme ça complètement spatial. Voilà, en fait, ce que je voulais, c'était me démarquer de la syncope de kika, kika. J'adore ça, mais il fallait contraster avec quelque chose de plus mou, plus doux. Ben, Mougel. Voilà. Et Mougel a trouvé, sans que je lui demande, comme ça spontanément, il m'a dit « Attends, j'entends un riff !» Et donc là, c'est gagnant-gagnant, ça fait ça. Maintenant, ça fait vraiment partie du morceau, à tel point que des gens me disent quand ils aiment bien ce morceau, tu sais le morceau qui fait ta-doudoudou, ta-doudoudou, ta-doudou, alors que c'est venu après. Et ce qui est étonnant, c'est le dialogue hyper naturel entre ce riff et ta voix. Alors ça, c'est vraiment, ce dialogue-là, c'est vraiment le génie de Vincent qui est très 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 fort harmoniquement et qui va trouver la note qui fait que ça marche avec la voix sans la polluer. Enfin voilà. Et ça me dépasse. Vous enregistrez chacun séparément dans une cabine votre morceau, ou il y a une partie qui est jouée live? Basse, batterie, guitare, c'était fait live tous ensemble. Et d'ailleurs, voilà, on sent que l'énergie qu'il y a dans le morceau, les nuances et puis la vie qu'il y a dans le morceau ne peut exister en général que dans ce genre d'interaction de musiciens ensemble en même temps. Bien sûr. Zé Luis Nascimento, le percussionniste que j'évoquais tout à l'heure, arrive dans cet environnement
Et il s'est mis donc derrière la cabine et puis on a essayé plusieurs choses, dont justement le fait que j'avais envie qu'il remplisse l'introduction pour que quand la voix rentre, il y ait un vide. Et il a osé prendre les timbales. Mais des timbales, t'en fais à l'intro, d'accord, donc du coup tu vas faire le solo à la fin. C'est prêt, J'ai dû lui dire un truc, allez vas-y, fini. donne tout. Voilà, j'aimais bien l'idée de faire cohabiter un environnement un peu kitsch pour une chanson assez sentimentale et avec des harmonies un peu mineures. J'aime bien cette cohabitation. Donc il n'a pas fait que de la timbale, il a fait aussi des cloches, des percussions, en veux-tu, en voilà, regardez. Là, on a l'impression que tu travailles par addition. À quel moment tu te dis attention, là on va trop loin ou là il y en a trop, ça devient presque trop sophistiqué parce qu'on a voulu faire trop bien. Alors, je me permets de redire que ce disque avait un cadre un peu plus large que les autres. C'est-à-dire que sur des disques précédents, peut-être que je me serais déjà arrêté là. Mais celui-ci, je me suis dit, allez, chiche, rajoute. Tout en enlevant, parce que là, je fais écouter ce qui est validé, mais il y avait beaucoup d'autres choses que j'ai finalement enlevées ou mis plus tard ou pas gardé tout le temps. Quant au moment où j'acte, c'est bon, c'est pas bon, ça c'est très instinctif. Je réponds à une sensation, je sais que c'est ça ou je sais que c'est pas ça. Et c'est quand la voix rentre que je sais. Donc, quand tu peux mettre n'importe quelle introduction, avant que la voix rentre, je peux pas te dire si c'est bon ou pas bon. C'est très clair. Mais les musiciens qui jouent avec moi, je pense qu'ils comprennent très vite. Parce que quand je fais des concerts, je m'aperçois que les musiciens, spontanément, ils vont vraiment peser toutes les notes qui se jouent. Et j'adore ça, cette économie. Et du coup, les notes qui restent ont toute leur autorité, ont toute leur lumière, parce qu'elles sont là au bon moment. Donc la dernière étape sur ce morceau, c'était l'arrivée des choristes, donc Kate et Bloomy, et qui sont venus, on va dire, un peu féminiser tout ça. Et puis comme elles chantent une octave au-dessus de moi, ça a aussi éclairci certains mots qui ont plus existé, plus de brillance. Y a le temps qui passe et qui avance, et plus il passe, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus il presse. Je sais pas quoi faire, je sais pas vous, mais moi je préférerais faire beaucoup. Mais quoi? Donc là, par exemple, elles avaient chanté toute la ligne, et j'ai senti qu'il fallait couper la fin pour faire une réponse. Elle commence le début, puis du coup ma phrase de fin sans elle a plus de place pour ensuite qu'elle revienne. Voilà, toute cette cuisine de finalement rajouter mais enlever, c'est un truc qui se fait après. Est-ce qu'on peut la réécouter un tout petit peu, cette chanson finale? Allez. Je sais pas quoi faire, je sais pas vous, mais moi je préférerais faire beaucoup. Mais quoi? Tout s'accélère, j'en vois le bout. C'est peut-être la dernière fois que je joue. Oh là là. Y'a le temps qui passe et qui avance, et plus il passe, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus il presse. Y'a le temps qui passe et qui avance, et ça m'angoisse tellement j'y pense. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma jeunesse? Est-ce que là, tu te souviens d'une décision que tu as prise ou quand tu réécoutes, tu dis ah ouais, c'était ça qu'il fallait faire? J'ai deux. Je peux pas t'en dire un. J'en ai deux. La première, c'est d'avoir vraiment insisté auprès de Fabrice, le batteur, pour qu'il mette du silence entre le ton chac tchikonkon, cac tchikonkon, cac tchikonkon. Et la deuxième, c'est d'avoir insisté, d'avoir cherché la corde d'introduction du morceau, parce qu'il ouvre, c'est comme une lumière qui rentre sur le morceau et qui donne tout de suite une intention juste et originale et sophistiquée. On approche de la fin et j'ai une question impossible. Parmi tout ce qu'on vient d'écouter, si tu devais tout sacrifier et ne garder qu'une seule piste, laquelle garderais-tu? La voix, sans aucun doute. Parce que j'écris des chansons, et donc là c'est vrai que ce podcast a pour vocation de parler des productions et c'est intéressant. Mais on va dire que si j'avais un podcast concernant mon disque et que le podcast durait 1 heure, et si c'est moi qui choisissais de la structurer, il y aurait 45 minutes sur la chanson et un quart d'heure sur la production. Avant tout, j'écris une chanson et quand je suis en concert, on s'en fout du chœur, on s'en fout de la percu, on s'en fout du solo, de machin. Ce qui importe, c'est la chanson.
Merci Mathieu, c'était absolument passionnant. Merci les gars.